Passons maintenant au progrès et mouvement sous l'Union. Donc, l'acte d'union est mis en place. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, par la suite, voilà. En 1840, la province du Canada bénéficie encore des lois protectionnistes, comme des tarifs préférentiels ou les Corn Laws qui sont mises en place par le Royaume-Uni au début du 19e siècle. Je vous rappelle un petit peu les Corn Laws, c'est qu'on impose des taxes élevées sur, il manquerait un petit E ici, sur les céréales provenant des pays étrangers, mais pas des colonies. Et ça, on le fait pour favoriser l'économie des colonies britanniques. Donc ça, on le fait déjà. Donc il y a des tarifs préférentiels, on a une économie protectionniste. Mais là, dans les années 1840, Londres va mettre fin au protectionnisme et met en place une politique de libre-échange. Ça veut dire quoi? C'est qu'on diminue les tarifs préférentiels sur le bois. On va le faire en 1842, en 1845, en 1846. Et on va aussi abolir les Corn Laws en 1846. Et tout ça, c'est discuté au Parlement parce que des libéraux sont élus au Parlement britannique. Quelles sont les conséquences de l'adoption du libre-échange par le Royaume-Uni? Alors, le Royaume-Uni ne protège plus l'économie de ses colonies. Pourquoi? Parce qu'elle veut réduire ses interventions et veut accorder un peu plus d'autonomie à ses colonies. C'est le premier pays qui s'est industrialisé, ses entreprises produisent de grandes quantités de biens qu'ils veulent échanger avec le plus de pays possible, pas seulement avec les colonies qui ont des tarifs préférentiels. Chez nous, ça a des conséquences directes. Ben, le bois et le blé se vendent désormais plus difficilement. Et il va falloir trouver un nouveau marché, notamment vers les États-Unis, et ça, on va en reparler. Donc voici, on exportait principalement vers le Royaume-Uni, il va falloir se trouver un nouveau marché. Maintenant, parlons de nos deux activités principales dans les années 1840. Il y a l'industrie forestière, on parle de coupe forestière, du flottage du bois, de la transformation dans les scieries, de la construction navale. On travaille surtout le bois équarri, ce sont des billes de bois qu'on a retaillées, on a enlevé l'écorce, et le bois d'œuvre, c'est produit dans les scieries, donc c'est vraiment plus des planches, là, des plus petites planches, et ça, c'est 40% de toutes les exportations des colonies britanniques. On va chercher le bois dans l'Outaouais, un peu au Saguenay, et il faut savoir aussi que ces activités forestières vont être des activités importantes dans les ports. Donc, c'est expédié à partir du port de Québec, surtout, où on va retrouver beaucoup d'activités sur le bois là, pour embarquer sur les bateaux. Il y a aussi l'agriculture qui est très prospère dans le Haut-Canada, un petit peu plus difficile au Bas-Canada. Donc, dans le Haut-Canada, les céréales sont transformées en farine, surplus exporté. Mais là, avec l'abolition des Corn Laws, c'est un coup dur pour les producteurs de blé. Chez nous, c'est difficile depuis 1810. Une série de mauvaises récoltes, moins de blé, on essaie de diversifier nos cultures. On a moins de production, donc c'est surtout vers les villes qu'on envoie nos cultures, moins vers un marché d'exportation. Et le problème, c'est qu'on produit peu, mais que la population augmente beaucoup. Donc, il y a de nombreux agriculteurs qui doivent aller travailler dans les chantiers forestiers pour compléter leurs revenus et acheter de la nourriture. Je le sais qu'on ne peut pas faire d'agriculture l'hiver, mais pourquoi ils doivent aller travailler dans les chantiers forestiers? C'est qu'ils n'ont pas réussi à produire tout ce qu'ils ont besoin l'été. Ainsi, il faut qu'ils travaillent l'hiver pour acheter des surplus qu'on va retrouver au Canada ou qu'on va importer d'ailleurs. Alors, pour ça, ben, il faut falloir aussi, pour l'industrie forestière ou encore pour l'agriculture, développer les transports. Il faut exporter nos produits, surtout du Haut-Canada, on l'a vu dans l'agriculture, vers le Royaume-Uni et les Antilles. Surtout par les canaux, au début, on va creuser plus profondément des canaux qui existent déjà, puis on va en faire de nouveaux. Si on regarde là, sur la prochaine carte, je vais vous montrer qu'on peut circuler du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Erie sur la prochaine carte. Et pour ça, donc la circulation maritime, bon, on aménage plusieurs ports. Donc, il y avait Québec pour l'industrie forestière, mais là, Montréal devient aussi un port très important, surtout parce qu'il est situé plus près du Haut-Canada. Petite note au niveau des technologies, sachez que le télégraphe va entrer en vigueur dans ces années-là, même qu'en 1847, il y a deux lignes téléphoniques au Canada qui relient, bon, Toronto, Montréal et Québec. Donc, c'est le début du télégraphe. Sinon, regardez cette carte du réseau des transports. Donc, je l'ai dit, on pouvait circuler dans le fleuve Saint-Laurent. Et avec le creusage de canaux plus profonds, là, comme le canal de la Chine, Cornwall, ici aussi sur le fleuve Saint-Laurent, on peut se rendre jusqu'au lac Ontario. Et après ça, avec le canal Welland, pardon, on peut se rendre jusqu'au lac Erie. Et ça, c'est important parce que tout ce qui était produit ici, quand on n'avait pas le canal, souvent, ça partait vers les États-Unis. Donc, c'était un marché là, qu'on perdait, là, qui circulait, qui serait parti du port de Québec. Donc, ainsi, en creusant les canaux, là, on peut garder le transport du côté canadien. Donc ça, c'est pour les canaux, donc ils sont identifiés en mauve, mais sinon, vous avez les chemins de fer. Puis au début, là,
Le premier chemin de fer, c'est celui qui est ici. C'est celui qui relie Saint-Jean sur Richelieu à la prairie. Et les gens avaient ce premier chemin de fer-là parce qu'après, ils pouvaient embarquer sur un bateau, descendre le lac Champlain et s'en aller vers New York. Donc, sur le plan des chemins de fer, on a vraiment du travail à faire pour augmenter parce qu'il y a une grande concurrence de la part des Américains. Maintenant, on continue. Donc, progrès et mouvement sous l'Union. Il y a beaucoup une grande immigration britannique. Alors, surtout en provenance d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande. Donc, ces trois régions-là, ça fait le Royaume-Uni. Surtout d'Irlande, à partir de 1845, en Irlande, à 80% la population est rurale, en pleine croissance. Puis, il n'y a pas assez de terre et d'emploi. Puis, en plus, il va y avoir ce qu'on appelle la famine de la pomme de terre, qui est l'aliment de base, la pomme de terre en Irlande. Et ça va toucher plusieurs personnes. On indique même qu'elle aurait fait, cette famine-là, plus d'1 million de morts en 5 ans. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont immigrer ici. Donc, on le voit ici, là, surtout en 1847, là, une grande immigration d'Irlande. Et les impacts chez nous, c'est que ça va augmenter la proportion d'anglophones. Donc, on vient d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre. Ce sont des anglophones, donc ça va augmenter la part d'anglophones dans la province du Canada. On le voit ici, là, on passe de 55 à 64 %. Les conséquences, ben, la majorité des personnes qui quittent le Royaume-Uni, traversent l'Atlantique, se rendent aux États-Unis. Il y en a qui viennent ici, surtout au Canada ou dans les régions où il y a déjà des anglophones, comme à Montréal ou dans les cantons de l'Est. Et il y a plusieurs personnes qui arrivent d'Irlande qui, à cause de piètres conditions d'hygiène sur les navires, vont transporter des épidémies. Même qu'en 1847, le typhus tue environ le tiers des 60 000 immigrants irlandais qui passent par le poste de quarantaine de la Grosse-Île à environ 50 km du Québec. Pas du Québec, de Québec, pardon. Les Irlandais qui sont en bonne santé peuvent s'en venir vers le Bas-Canada. Ce sont souvent des immigrants britanniques les plus pauvres parmi les Britanniques. Donc, il y a les Anglais, les Écossais, les Irlandais. Donc, les Irlandais sont les plus pauvres, sont catholiques et ce sont souvent des hommes qui sont travailleurs non qualifiés. Donc, ils vont aller travailler dans les chantiers avec les Canadiens français. Au Bas-Canada, les Canadiens français vont quand même demeurer majoritaires dans la population. Donc, la population est majoritairement francophone, malgré l'arrivée de Britanniques. Et ça, c'est parce qu'on a un accroissement naturel très, très, très élevé. Et ça, en raison des terres agricoles qui produisent pas beaucoup et de l'accroissement naturel, ben, il y a des milliers de Canadiens français qui vont immigrer vers les États-Unis pour améliorer leur sort. Mais ça, on va reparler de ça, de l'exode vers les États-Unis. On termine avec les Premières Nations. L'augmentation de la population, donc de Britanniques, et aussi à cause de l'accroissement naturel, ça se fait au désavantage des peuples autochtones parce que vraiment les colons vont empiéter sur leurs terres. Et dans les années 30, les Autochtones réclament des terres qui leur seraient réservées et demandent des compensations pour les territoires de chasse. Les autorités se questionnent sur la manière de gérer les Autochtones parce que c'est plus vraiment des alliés militaires. En plus, leur présence nuit parfois à la colonisation. Donc, on va mettre sur pied une commission, la commission Bagot, sur l'administration des affaires indiennes. Et c'est qui, lui? C'est le gouverneur général de la province du Canada en 1841-42. C'est Charles Bagot. Donc, il va faire un rapport, la commission va faire un rapport en 1844 et voici ce qu'on recommande. Il y a deux principales recommandations. On veut favoriser l'éducation des jeunes autochtones pour leur apprendre la langue et les coutumes des non-autochtones et pour les évangéliser. Comment on va faire ça? On va mettre sur pied des pensionnats dirigés par des communautés religieuses. Ainsi, on retire les enfants de leur environnement familial, on les héberge dans les écoles. Et à moyen terme, on favorise ainsi leur assimilation. Deuxième recommandation, c'est regrouper les Autochtones dans certaines localités. On va faire ça afin d'utiliser leurs terres et aussi les obliger à adapter le mode de vie des non-autochtones. Donc, on va favoriser la sédentarisation. Ainsi, poursuivre, la prochaine présentation portera sur le fait que, alors que la population anglophone augmente dans la colonie, quel courant de pensée circule chez les Canadiens français? Donc, on l'a vu, il y a de plus en plus de Britanniques qui sont venus s'installer. Quelles seront les réactions chez les Canadiens français?